Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à notre émission. Nous captons la main, nous prenons le pouvoir sur nos idées, sur nos analyses. Et comme d'habitude, nous choisissons des thèmes d'actualité qui nous permettent de réfléchir. Théoriquement, nous devrions avoir des invités qui vont arriver en cours d'émission, mais aux côtés de nous, nous avons des stagiaires, des amis qui éventuellement vont porter leur témoignage et poser des questions. Nous avons retenu comme thème aujourd'hui les dessous du racisme et de la xénophobie. Nous disons thème d'actualité. Vous savez bien qu'en France, le débat est plus que jamais important depuis le résultat des élections municipales qui a vu porter dans des quartiers populaires, dans des zones impulsées par LFI, des Français, qui sont vraiment Français intégrés, mais noirs, d'origine maghrébine, etc. Et depuis, il y a une campagne raciste à leur rencontre qui est menée déjà dans les médias, qui invente des questions. Je pense par exemple à ces journalistes qui avaient dit que le maire de Saint-Denis a été élu parce qu'il était en contact avec les dealers qui avaient besoin de casser la police, etc. Et puis, il y a eu des courriers massivement envoyés à ces élus noirs ou d'origine maghrébine, dont les ancêtres sont d'origine maghrébine, pour les traiter de tous les noms. Il y a donc des procédures judiciaires qui sont en cours à ce niveau. Mais en Martinique, nous aussi, qui sommes habitués à subir des agressions racistes, il y a quelques semaines maintenant, un fait divers a suscité toutes les passions. Un vacancier, comme ils aiment s'appeler expatrié, pour ne pas dire français, pour ne pas dire qui se sent blanc, qui vient cracher au visage d'un élu à Sainte-Anne, l'insulter, sous prétexte que l'annonce électorale qu'il fait dérange ses vacances. Alors, ça, mais c'est notre quotidien, la question du racisme. C'est ça qui nous amène à réfléchir sur ce thème-là. Alors, vous savez que chaque fois que nous entamons un débat, nous aimons rappeler les définitions, parce que souvent on parle de toutes sortes de mots, racisme, économie, tout ce qu'on veut, et puis les gens ne savent pas exactement de quoi ils parlent, ou du moins ils parlent de choses très différentes d'après ce qu'ils savent du mot en question. Et donc nous allons commencer en précisant des définitions. D'abord, concernant le racisme, c'est une définition relevée dans le Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRTL. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont l'occasion de faire des recherches, qui veulent approfondir des questions, à se reporter à ce site-là, qui a l'avantage de donner des définitions complètes, et même celles qui sont controversées, donc qui permettent de réfléchir. Et donc, on va commencer par cette citation concernant le racisme. Et le CNRTL nous dit que c'est un ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les races, entre les ethnies. C'est une doctrine politique fondée sur le droit pour une race dite pure et supérieure de dominer d'autres, et sur le devoir de soumettre les intérêts des individus à ceux de la race. La race qui se dit supérieure a le droit de prendre toutes les décisions économiques, juridiques, enfin dans tous les domaines, pour garantir que c'est exclusivement elle qui bénéficie de tous les avantages de la société. Donc, ça c'est la définition du racisme. Et puis, on va parler de la définition de la xénophobie. Alors là, c'est une définition qu'on retrouve dans Wikipédia. Là aussi, elle a ces définitions de Wikipédia ont l'avantage de donner beaucoup d'explications historiques et tout ça pour des gens qui veulent savoir de quoi ils parlent.
il faut qu'il se repère sur ces définitions. Je fais quand même la parenthèse tout de suite, parce que maintenant, la mode, c'est de ne s'arrêter qu'aux définitions données par les dictionnaires ou chaque GPT, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, dès qu'on a besoin de savoir quelque chose, on tape et puis on lit. Mais ce n'est qu'un support, parce qu'aux définitions théoriques qui sont données, il faut associer la réflexion et les connaissances empiriques qui sont parfois très différentes de ce qui est écrit dans la définition officielle. Nous savons que les définitions philosophiques, théoriques, politiques officielles viennent du camp occidental, avec leurs méthodes de pensée, leurs bases de civilisation, et souvent excluent la perception vécue par les autres peuples qui ne sont pas dominants. Alors, j'ai fait la parenthèse pour dire que nous fixons ces définitions-là comme base, mais il faut aller plus loin dans la recherche. Alors, la xénophobie, pour Wikipédia, ça vient de mots d'origine grecque, deux racines. Xénos, en grec ancien, signifie l'étranger. Et phobos signifie peur. Vous entendez phobie, on fait islamophobie, etc. C'est la peur d'eux. On peut avoir peur de n'importe quoi, mais phobie derrière, on a compris ce que ça veut dire. Alors, peur des étrangers. Alors, c'est une hostilité de principe adoptée contre des étrangers et contre tout ce qui vient de l'étranger, leur culture, leur façon de vivre, l'organisation de leur famille. Donc, on a une haine. Ça ne peut pas être bon. C'est ce qui est chez nous, notre civilisation, qui est valable. Donc, je reprends la définition. Hostilité de principe envers les étrangers et ce qui vient de l'étranger. Plus précisément, à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme étranger à son propre groupe. On parle en deux groupes. C'est mon groupe à moi, même si ce n'est pas fondamentalement sur les bases raciales ou des bases ethniques, mais je suis dans un groupe et tout ce qui ne participe pas de mon groupe m'est étranger. Et si j'ai peur de l'étranger, ça m'amène à avoir des comportements xénophobes. Alors, je termine la partie citation. Principalement motivée par la peur de l'inconnu et de perdre sa propre identité, elle se détermine, la xénophobie, selon la nationalité, l'origine géographique, l'ethnie, la race présumée, notamment en fonction de la couleur de la peau ou du faciès, la culture ou la religion. Vous voyez que c'est beaucoup plus large. Quand on parle des chiites qui sont posés aux sunnites, etc., c'est des gens de même race, mais de même religion, mais chaque groupe rejette l'autre comme étant étranger, ça ne fait pas partie de nous. Et donc, on parle de là de la religion. Ce sont des gens qui supposent que l'étranger est principalement nocif à ce qu'il est. Donc, suite de la définition, elle peut se manifester par l'exaltation de la culture de son endogroupe à travers certaines formes de nationalisme, par exemple le dénigrement, le rejet, voire la destruction de la culture ou du groupe d'étrangers ou des agressions verbales ou physiques des membres de ce groupe pour assurer la pureté présumée de l'identité du groupe. Alors là, ça c'est la partie définition. Quand on revient au réel, quand on regarde autour de nous, cette attitude qui est propre à tout être humain, à tout groupe humain, donc c'est ancré dans la nature humaine, on a peur de l'autre, etc., pour différentes raisons, légitimes ou non légitimes. Donc cette attitude-là n'existe pas autour. Par exemple, on parle de xénophobie, me vient à l'esprit l'exemple d'Afrique du Sud. Les peuples noirs qui ont subi l'apartheid, la ségrégation, les pires crimes, maintenant qu'ils ont chassé le régime de l'apartheid, eh bien, les peuples dominés, des gens qui étaient en souffrance, ils organisent des ratonnades contre des travailleurs qui viennent du Mozambique ou du Zimbabwe, etc. C'est-à-dire la peur de l'étranger. Et ce sont des gens de même race, parfois de même langue.
puisqu'il y a des sphères culturelles de toute l'Afrique. Donc, pour montrer que c'est vraiment quelque chose d'enraciné dans l'être humain, pas seulement chez les Occidentaux. Alors, chez les Occidentaux, c'est devenu plus grave parce que les Occidentaux ont dominé le monde. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais donner. Mais je veux dire aussi que c'est lié au phénomène de classe, au phénomène de caste. Quand on prend l'exemple de l'Inde, où il existe des castes. Si vous êtes boucher, vous êtes dans la caste des bouchers. Si vous êtes artisan, vous êtes la caste des artisans. Et chacun est à son rang. Alors évidemment, en tête, il y a les brahmanes, il y a les gens, les riches, les grands commerçants qui ont tout. Et puis en bas, les castes médianes ont quelques privilèges. Et puis il y a les parias, ce qu'on appelle les sans castes, qui constituent l'écrasante majorité de la population de l'Inde. Ce sont des gens qui ont la même ethnie, la même couleur de peau, les mêmes cheveux, etc. Mais une institution a décidé que ceux-là sont en dessous. Alors, on va tout de suite faire la différence entre la notion de race et la notion de caste. La caste, ce n'est pas nécessairement défini par une couleur de peau, c'est défini par un statut social. En Martinique, on va en reparler tout à l'heure, il y a une différence raciale. Les Békés se disent supérieurs, c'est une domination raciste. Mais ce n'est pas simplement la domination raciale qui est le problème principal de la société martiniquaise, c'est la question de la caste. Pourquoi? Parce que ces Békés-là se sont constitués en castes et dominent l'économie. Tout ce qui est dans le pays, ça m'appartient. Tout ce qui est dans le pays, ça doit être fait en mon intérêt. Mais là où ça dépasse la question de la race, beaucoup de gens en Martinique peuvent en témoigner. Si un béké, donc qui fait partie de la race dite supérieure, ne fonctionne pas dans le système de caste, il est rejeté. Un béké qui va se marier avec une négresse sera rejeté, aucune banque ne va lui prêter de l'argent, on va saisir ses biens, il sera exclu de l'héritage. Donc on voit que la caste n'est pas identifiable complètement à la race. C'est deux phénomènes qui se complètent. Donc, cette précision étant faite, je vais passer là maintenant à la manifestation du racisme et de la xénophobie au niveau international. Tout à l'heure, j'ai déjà indiqué qu'avec la colonisation de l'ensemble de la planète par des Européens, ces Européens-là ont pu imposer leur vision du monde, leur idéologie. Et en particulier l'idéologie raciale, raciste. Parce qu'on se souvient bien que nous sommes là dans des pays chrétiens. Le Portugal, l'Espagne, la France, même s'il y a des joutes entre protestants catholiques, mais ce sont des pays chrétiens qui disent que Dieu a fait tous les hommes égaux. Tous les hommes doivent se partager, s'aimer, etc. On voit là que des gens qui sont chrétiens vont dominer le reste du monde. Et ça pose un sacré problème, ça. Comme je suis chrétien, je suis pour la parole de Dieu et je vais massacrer des peuples entiers, je prends des Africains, je les emmène en esclavage. Donc, il fallait une réponse idéologique. Mais ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes parce que justement, ils ne sont pas chrétiens. Si c'était des hommes, ils auraient été chrétiens. Mais comme ils ne sont pas chrétiens, ce ne sont pas des hommes. Alors si ce ne sont pas des hommes, nous sommes des hommes, nous leur sommes évidemment supérieurs, et notre devoir est de leur faire comprendre que c'est la religion chrétienne qui est la seule civilisation valable, la seule chose qui peut permettre au monde d'avancer.
quel que soit le moyen. De même que je peux tuer un cerf quand je fais mes chasses à court pour le manger avec mes camarades nobles, eh bien, je peux tuer, asservir des Noirs, des Amérindiens, comme on les appelle maintenant, etc., pour pouvoir garantir la société. Donc, c'est cette offensive idéologique qui est vraiment une offensive, disons, fondamentale, puisque on s'appuie sur la religion chrétienne. Et on vient dire aux gens, vous n'avez pas le droit d'honorer vos propres dieux, vous n'avez pas le droit de faire tel type de cérémonie religieuse parce que ce n'est pas chrétien. Donc désormais, si vous voulez avoir une chance, pas de devenir des hommes comme nous sommes, hein, mais d'être pardonné de votre crime de non-humanité pour accéder un petit peu au ciel, ben, adoptez ma religion. Et c'est pour ça que beaucoup de gens associent la religion chrétienne à la religion du colon. S'ils ont fait ça, ça ne peut pas être une religion de l'avenir. C'est une utilisation de la religion. C'est une instrumentalisation de la religion. Tout à l'heure, peut-être dans les échanges, on va revenir sur ça. Mais c'est la première offensive. La deuxième offensive est culturelle. Vous ne devez pas parler vos langues. Ça devient même pas des patois, parce qu'en Europe, il y a des patois. Il y a des déformations des langues majoritaires. C'est même pas des patois. C'est du baragouin, c'est des cris d'animaux. Donc, vous ne devez pas parler vos langues. Mais si vous êtes interdit de parler vos langues, ça déstructure votre société. Vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas transmettre. Vous allez essayer, bien malement, d'étudier la langue du colon, mais comme vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas l'argent pour aller faire des études, c'est une minorité qui va bien maîtriser, qui sera formatée avec les idées, l'idéologie du colon pour la retransmettre dans tous les domaines. Alors, pour être quelqu'un, il faut être ceci. Pour être bien, il faut faire cela. Il faut vivre. Donc, mais la masse des gens n'arrive pas à accéder à la langue du colon, donc ne peut pas communiquer. Si, maintenant ça a changé, hein, on va parler de ça, mais si vous allez dans un bureau, vous ne savez pas parler français, au départ, que ce soit là, que ce soit là, et vous baragouinez un mauvais français avec des bouts de créole, d'abord on vous regarde, il ne sait même pas parler français. Donc, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous voulez, évidemment, vous ne pouvez pas avoir la satisfaction de vos revendications. Donc, la langue a été bafouée, on a une religion, et puis il y a évidemment les inégalités économiques qui font que vous ne pouvez pas accéder à un certain nombre de postes. Donc, le colonisé, sauf s'il a vendu son âme, qu'il lèche les pieds du colon, qu'il tue son frère, ben, il va rester en bas de l'échelle. Donc, c'est ça qui fait qu'on a un racisme institutionnalisé, généralisé, systémique, qui va s'imposer dans tout le reste du monde. Alors, c'est là que la bataille commence. Des gens qui mènent la guerre contre le colon, etc., pour la libération, qui font des écrits alternatifs. Mais on a bien constaté que jusqu'à la fin du XXe siècle, maintenant ça a changé, on ne pouvait pas publier de livres, faire des films qui mettaient en cause la pensée dominante raciste. Nous, ceux de notre génération savent que toutes les bandes dessinées que nous avions, c'était Tarzan qui vient sauver le petit nègre dans la brousse. En fait, tout c'était le blanc, le maître et le sauveur. C'est exactement le langage qu'on donne à l'enfant depuis tout petit jusqu'à son adolescence. Alors maintenant, il y a des mangas qui montrent que des gens qui ne sont pas, encore qu'il y a beaucoup de vedettes mangas qui sont blanches, mais qui sont type japonais, chinois, etc. Donc ça casse un peu la domination. Et puis il y a toute
les formes de littérature qui ont pu exploser, aujourd'hui, on parle de Fanon. Mais il y a 20 ans, qui lisait Fanon? C'était une minorité de gens révolutionnaires. Une minorité. Mais les gens ne connaissaient pas Fanon. Aujourd'hui, c'est de mode de dire chaque génération a une mission à remplir ou à trahir, etc. Donc, il y a, les livres commencent à circuler, les interventions de Césaire, par exemple. Il a eu un grand écho chez les anticolonialistes de tout le monde, mais depuis quand lit-on, parle-t-on de Césaire en tant que représentant du peuple noir? C'est récent. Avant ça, Césaire était associé à King Kong, avant Valère. Ça veut dire que ce travail qui a été fait a perverti l'ensemble du monde. Au-delà de l'intégration du racisme par ceux qui en souffraient, même ceux qui sont antiracistes, il y a l'acceptation inconsciente que si je veux être quelqu'un, il faut que je fasse comme l'autre. Il faut que je m'habille comme lui. Il faut que je vive matériellement comme lui. Il faut que je sois individualiste, gagneur de compétition comme lui. Et le racisme est là toujours. Je vous appelle à réfléchir. Pourquoi, quand un blanc, entre guillemets le blanc, vous traite de sale nègre, crache sur un de vos congénères, ressentons cette rage-là. C'est parce qu'au fond de nous, on n'a pas encore réglé le problème du racisme. Parce que si on l'avait réglé, on dit, gars, tu es imbécile là, mais c'est pas qu'on est des crétins, etc. On aurait cherché un moyen de l'empêcher de nuire, mais sans acrimonie. On n'aurait pas dit, toutes ces blancs, c'est des salopes. Ça veut dire qu'on accepte la grille raciste en identifiant le geste d'un débiélé, d'un ignorant, d'un baba, et en donnant ça comme caractéristique de tous les blancs. Ça veut dire les blancs sont des salopes, respectueux, et puis nous sommes des victimes. Même quand je suis antiraciste, quand j'ai cette réaction-là, eh bien, ça montre que je ne suis pas encore sorti de la grille. Et on voit que d'ailleurs, que dans beaucoup de mouvements anticolonialistes, il y a des gens qui conservent cette grille d'analyse-là. Quelqu'un voit un indépendantiste dans un orchestre qui joue, et après le concert vient lui dire ah ouais, mais il y a un problème, hein? Il y a un blanc d'orchestre. Il y a un blanc d'orchestre. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. On ne sait pas si ce gars-là, c'est un anticolonialiste, quelqu'un d'humain, de machin, c'est un blanc. Donc nécessairement, il part pour là. Je veux dire à travers ce développement que le travail fait par les occidentaux dominants a pourri des générations et continue à œuvrer. Alors il faut dire que les choses changent aujourd'hui. C'est obligé de constater que les choses changent. Quand les pays de l'AES voient balader Macron, c'est anti-populaire, tout le monde arrêter, l'OA c'est à même campagne, tout dit mon bagaille. Ça veut dire que là, on est dans le processus de souveraineté, le processus de libération réelle, mentale. Donc, les choses commencent à changer. Mais on en est encore loin parce que les structures sont faites pour maintenir le racisme institutionnel. Et c'est là que je vais parler de notre cas en Martinique. Vous vivez dans un pays où tous les chefs, à 90% sont blancs. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la justice, que ce soit chez les gendarmes, que ce soit à la DDE, que ce soit à l'EDF, que ce soit à Orange, etc., il y a tout le monde. Vous avez vos diplômes, vous êtes 1000 fois plus compétents que certains d'entre eux, on vous impose de rester au bas de l'échelle, vous n'arrivez pas à monter. Ça veut dire que le racisme est institutionnalisé. Comment un juge français, comment des magistrats français peuvent juger des jeunes Martiniquais qui ont jeté
des statuts colonialistes. Vous faites partie du pays colonisateur, du pays raciste. Je fais partie d'un peuple qui revendique son histoire. Je jette des statuts de racistes, de pirates, disant que c'est un flibustier. Vous me condamnez. Vous me condamnez. Vous voulez me condamner. Et si un tribunal a reculé en première instance parce qu'il y a eu une défense très solide et que parmi les juges, il y avait des gens d'origine non leucodère, vous faites appel. Il faut casser le nez. Donc c'est ça le maintien du racisme systémique. Mais ça ne nous concerne pas seulement nous, la Martinique. Ça concerne le monde entier. Et pas seulement les Blancs contre les Noirs. On a dit tout à l'heure que la question de la xénophobie fait partie des racines de tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie et leur position géographique. Qu'est-ce qu'on constate au niveau international? Je l'ai déjà évoqué un petit peu avec l'Afrique du Sud. Mais dans tous les pays, sans exception, on a une résurgence du racisme et de la xénophobie. Tous les gouvernements, sans exception, prennent des lois pour dire les immigrés n'ont plus le droit de venir. Pas de regroupement familial. Évidemment, Trump va encore plus loin que tous. Il a une milice fasciste. Depuis Hispano, il doit tuer, il doit battre, il doit mettre au lajol parce que tu es un étranger. Ça, c'est la xénophobie poussée à l'extrême. Mais États-Unis, France, dans tous les pays sans exception, on a des lois xénophobes. Pas seulement chez les Occidentaux, dans les pays maghrébins, Libye, Tunisie, etc., même dans l'Algérie, qui a fait une révolution anticolonialiste, les phénomènes racistes, les phénomènes de rejet des étrangers prennent de plus en plus d'importance. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi. Puisqu'il y a eu des luttes antiracistes, parce qu'il y a eu des législations antiracistes au niveau de l'ONU. J'avais noté quelque part les décisions de l'ONU qui criminalisent le racisme et la xénophobie, qui demandent au gouvernement de lutter contre ça. On est arrivé à mettre dans des lois aujourd'hui qui obligent les gouvernements, ce n'est pas la droite qui arrive à faire ça, entre parenthèses, à juger les acteurs racistes. Ça ne se passe pas dans la pratique parce que regardez le temps qu'on prend pour juger les policiers qui sont allés battre, c'est un Martiniquais d'origine, je crois, dans son magasin. Mais il y avait ces lois-là qui cadenassaient un petit peu à la suite de lui. Mais on revient sur tout ça. Le racisme et la xénophobie sont aujourd'hui institutionnalisés, non seulement dans les pays occidentaux, mais dans les pays où des classes ont intérêt à ce que le système ne change pas. Je veux parler également du continent asiatique, puisque on connaît beaucoup ce qui se passe sur le continent africain et en Europe, mais en Asie, quand on parle de ce qui se passe en Birmanie, c'est absolument significatif. Parce que vous avez une junte militaire qui viole, assassine, brûle les villages des Rohingyas. Ça n'émeut pas la population plus que cela, l'opinion publique plus que cela, on n'en parle pas. Mais ça veut dire qu'on a une augmentation des xénophobies. Et là, je vais faire une petite suspension pour faire appel à vos questions et à vos commentaires après cette dernière remarque. Mais le pourquoi de cette résurgence-là, c'est parce que nous sommes arrivés à un stade où les peuples dominés ont pris conscience que les littératures antiracistes contre la xénophobie sont devenues courantes, y compris dans les pays occidentaux.
Parce que il y a aux États-Unis, comme en Occident, des mouvements très puissants de Français, d'États-Unis, qui disent non pas d'accord avec ça. C'est du racisme, c'est de la xénophobie. Et qui vont protéger les victimes des actes racistes et xénophobes. Donc les classes dominantes, ceux qui instrumentalisaient racisme et xénophobie pour régner, se rendent compte que les peuples vont les balancer, que les peuples s'organisent, et des gens de toute race, entre guillemets la race, on va revenir sur ça, des gens de toutes conditions, y compris des gens de la moyenne bourgeoisie, se mobilisent. Black Lives Matter, vous avez vu ce qui s'est passé? Black Lives Matter. Donc, les classes dominantes n'ont pas le choix. Il faut fasciser la société, déréguler les lois et enfermer ceux qui soutiennent les mouvements progressistes, criminaliser ceux qui dénoncent le sionisme. Et puis, il faut multiplier la propagande dans les médias qu'ils possèdent pour pouvoir tromper les malheureux, les gens qui souffrent. Mais vous ne voyez pas que c'est à cause des étrangers que vous n'avez pas de travail. Mais si la sécurité sociale ne peut pas prendre vos maladies en charge, c'est à cause des immigrés qui viennent se faire soigner gratuitement alors qu'ils ne le méritent pas. Évidemment, c'est faux, ce sont des chiffres truqués. Mais on va les mettre, les Noirs, les Chinois, les Pakistanais, les immigrés généralement, comme des boucs émissaires pour détourner la colère des peuples. Alors il y a un combat idéologique qui se mène entre les forces progressistes révolutionnaires qui disent non, voilà nos ennemis, mettons-nous ensemble pour les renverser, et puis, au contraire, les gens qui disent bon, la solution c'est nous tous, quelle que soit l'ethnie, l'origine sociale, immigré, pas immigré, la solution c'est de renverser le système. Donc voilà la longue intervention préliminaire que je voulais faire. On va s'adresser maintenant à notre public qui devra nous porter ses lumières. Alors, Lucien, pour commencer, on t'écoute. Oui, alors, ça m'a rappelé. Moi, j'ai divergence excuse-moi de t'interrompre, comme l'émission est entendue par les pays francophones étrangers, on essaie de leur donner une compréhension. Donc je crois que je ne peux pas pardonner ces gens-là. Quand Robert a dit que la peur de l'autre, j'ai l'impression qu'il cherche des excuses. Alors que je ne peux pas excuser ces gens-là. Ils sont racistes et c'est tout. Ah ouais. Voilà ma question. Oui, alors on demande aux autres de réagir. Alors, allez-y. Allez. Je vais répondre globalement après. Vas-y. Quelles sont les causes historiques du racisme et de la xénophobie? D'accord. Bon, eh bien, on va répondre à... Vas-y, tu es prêt à poser? Donc, on va répondre à ces deux premières préoccupations-là. Il ne s'agit pas d'excuser les racistes, les xénophobes. Il s'agit de les condamner, de les sanctionner, de les expulser du pays. Les racistes et les xénophobes. Mais le propos, c'est de dire que je ne peux pas expulser, condamner, refuser le pardon à des gens qui n'ont rien fait. Ça veut dire que les Français qui se sont battus pour les droits de l'homme réels contre la colonisation, je n'ai rien à leur pardonner, j'ai des remerciements à leur donner. J'aime à signaler souvent ce que beaucoup de gens ignorent en Martinique, c'est que du temps de l'esclavage en Martinique, les ouvriers des imprimeries de Paris avaient lancé une pétition signée de beaucoup de gens pour dire « Nous refusons l'esclavage, c'est bestial ». C'est pour ça qu'en Martinique, à Terre-Saint-Ville, il y a une rue qui s'appelle la rue de la pétition des ouvriers de Paris. Quel Martiniquais c'est ça? C'est pourquoi... donc ces gens-là, j'ai rien à leur pardonner, j'ai rien à leur dire merci. J'aime à signaler aussi, puisque là c'est l'esclavage, dans la période la plus simple du colonialisme,
Quand les 16 de Basse-Ouest, les ouvriers agricoles, avaient été arrêtés après la mort d'un béquet féodal, qu'ils avaient été emprisonnés, on les avait pris au hasard pour punir le peuple, eh bien, on les a envoyés pour être jugés à Bordeaux. Les dockers du port de Bordeaux ont fait grève quand le bateau est arrivé pour dire nous sommes solidaires de ces gens-là. Et ça a certainement joué dans le résultat du procès. Donc, je n'ai rien à demander. Donc, on est d'accord sur les gens qui disent oh, c'est le passé, oublions, nous sommes tous créoles aujourd'hui, etc. Non, on ne mange pas de ce pain-là. On dit que le racisme, c'est un crime contre l'humanité, et on pose la question, pourquoi, à l'ONU, on a voté une motion pour dire que la traite transatlantique et l'esclavage, c'est le plus grand crime contre l'humanité, les pays européens se sont abstenus. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont complices, ils assument le crime. Donc, notre but, c'est justement de faire en sorte que tous les exploités, opprimés des pays occidentaux comprennent que c'est avec les autres opprimés du monde qu'il faut avancer. Autrement, ils vont aussi rester opprimés, y compris ceux qui sont aliénés. Y compris ceux qui sont aliénés, parce que nous sommes aliénés, nous les victimes. Certains d'entre nous acceptent de cracher sur leurs frères noirs parce qu'ils ont intégré la grille raciste. À plus forte raison, un Français à qui c'était la seule issue de croire qu'il existait, qui avait des gens inférieurs à lui, donc qui sont aliénés, c'est à nous de leur dire non, sauve-toi de ce crime-là et rejoins le rang de ceux qui luttent. Alors, je résiste pas au plaisir de citer un extrait de Fanon que j'avais relevé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Fanon, les damnés de la terre, etc., peau noire et masque blanc, et puis qui font exactement ce que Fanon a dit de ne pas faire en matière de lutte contre le racisme. Alors, le temps que je retrouve cette citation, et je viens après à ta question, de peau noire et masque blanc. Et je le cite donc, Fanon. Le peuple qui, au début de la lutte, avait adopté le manichéisme primitif du colon, les blancs et les noirs, les arabes et les roubis, s'aperçoit en cours de route qu'il arrive à des noirs d'être plus blancs que les blancs et que l'éventualité d'un drapeau national, la possibilité d'une nation indépendante, n'entraîne pas automatiquement certaines couches de la population à renoncer à leurs privilèges ou à leurs intérêts. Donc, il parle de manichéisme créé par le colon. La division blanc-noir, ça a été créé par le colon pour dominer et diviser. Mais blanc et noir, ça n'existe pas, sauf comme catégorie sociologique. Tous les êtres humains, sans exception, ont la même constitution. Ce qui fait la différence entre le blanc et le noir, c'est la concentration de mélanine dans la peau, pour des raisons physiologiques d'adaptation de l'humanité. Mais le blanc, c'est quoi le blanc? Vous voyez la couleur blanche. Le noir, vous voyez la couleur noire. Le blanc et le noir, ce sont des catégories sociologiques. Et il faut continuer à en parler. Parce que ça désigne des réalités sociologiques. Le blanc, c'est ceux qui sont aux têtes de l'échelle, qui sont racistes, qui revendiquent leur suprémacisme, etc. Mais quand je vois le militant français qui aide les immigrés à traverser les Alpes, leur donne à manger, et qui est poursuivi par la gendarmerie française, je ne dis pas que c'est un blanc qui a sauvé des noirs, je dis que c'est un être humain qui a sauvé des êtres humains, qui refuse un système. Donc c'est ce manichéisme-là. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Fanon, du monde noir et du monde blanc, tous deux
ont à s'écarter des voies inhumaines, on a bien dit, monde blanc, monde noir, tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs, afin que naisse une véritable communication. Lorsqu'on parle de Fanon, ce n'est pas Thibault, mais Fanon, c'est celui qui a l'avenir de l'humanité entre ses mains à travers sa théorie. Nous avons à dépasser le manichéisme qu'ils ont institué pour faire que le monde blanc et le monde noir, qui sont des héritages d'un monde colonialiste et colonisé, pour arriver à une véritable communication. Mais communication entre qui et qui? Fanon l'a dit par ailleurs, ce n'est pas entre tous les blancs et tous les noirs, tous les blancs, y compris les assassins avec les béquets, castes voleurs, etc. Et puis le malheureux, c'est entre ceux qui font partie du monde blanc mais qui sont des humains et ceux qui font partie du monde noir qui sont des humains, qui tous deux doivent reconstruire l'humanité sur de nouvelles bases. Alors, j'arrive rapidement à ta deuxième question. Préparez-en d'autres, s'il vous plaît, ou d'autres témoignages. Les origines, les causes historiques. On a commencé à aborder ça tout à l'heure en disant que c'est la colonisation par l'Occident qui vient porter des grilles. Mais les causes historiques sont aussi le fait que dans le développement du monde, les différents groupes humains sont arrivés à se confronter pour des raisons valables. Prenons l'homme préhistorique du temps de la guerre du feu. Le feu, c'est ce qui permettait la survie du clan, du groupe. Il n'y en avait pas pour tout le monde. C'est un hasard qu'il a maîtrisé le feu. Vous avez des groupes d'hommes préhistoriques. Certains n'ont pas de feu et d'autres ont du feu. Ceux qui n'ont pas de feu vont rentrer en confrontation pour essayer de prendre le feu de ceux qui peuvent survivre. Mais on est dans un règne, on laisse le règne animal pour aller vers le règne humain. Donc il y a des principes d'agressivité, des principes de survie qui poussent, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Dans certains cas, ça s'est bien passé, des tribus arrivent à travailler ensemble. Mais on arrive à se battre pour ça. Donc quand celui qui a le feu voit l'autre comme un danger, c'est une protection. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Mais ça ne veut pas forcément dire que si cette personne-là connaissait l'étranger et avait les moyens de partager avec l'étranger, il n'aurait pas eu un comportement autrement. Donc, au-delà du phénomène majeur de la colonisation qui a systématisé le racisme et la xénophobie, il y a les contradictions entre les groupes humains qui ont peur de perdre leurs conditions de vie. Quand on a des conflits entre les Peuls et les Wolofs, enfin les Peuls et bon, ça m'échappe, les éleveurs, disons, et les agriculteurs dans l'ouest de l'Afrique, il y a de la xénophobie. Mais pourquoi? Parce que les peuples qui ont fondé leur économie sur l'élevage ont besoin d'espace pour donner à manger. Et quand ils viennent, ces espaces-là mettent en cause l'agriculture de ceux qui reçoivent. Et comme tout groupe humain, ils vont chercher à défendre leur intérêt et ils vont voir l'étranger comme un danger. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas commander ça par des vœux pieux, par des souhaits, ils sont méchants, ils sont ici. C'est en cherchant des solutions qui vont permettre de trouver des compromis. Et c'est là que la question des regroupements d'États sur des bases alternatives vient se poser. Ça veut dire que les dirigeants actuels du Sénégal ont ce problème-là à régler pour permettre qu'il y ait une unité d'intérêt entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc les causes historiques sont liées au développement propre des différentes collectivités. Alors, j'attends quand même maintenant des réactions, des témoignages. Alors, vas-y. Ma question sera la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ce problème de racisme mondial?
Alors, j'aurais aimé que quelqu'un... Le Thierry, tiens, essaie de porter ta réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis Katia après, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour surmonter ces difficultés-là que nous avons énoncées? On t'écoute. Le racisme, pour surmonter cette difficulté-là, ça suppose le développement de l'humanisme, de retourner à la vision qui avait précédé donc l'idéologie raciste, c'est-à-dire notre capacité à voir l'être humain comme étant un être humain, et non pas à voir sa seule couleur de peau. Parce que c'est ça qui pose problème dans l'idéologie raciste et qui engendre des difficultés de la violence. Donc, je pense que la première condition, c'est l'humanité, développer l'humanisme. Parce qu'avant, c'était comme ça. Hein. Moi-même, lorsque j'étais enfant, j'ai jamais vu de différence de couleur de peau. Or, il y avait des situations qui pouvaient interpeller, mais j'ai jamais vu la couleur de peau d'abord. Et j'ai même envie de dire qu'un nègre, c'est pas forcément quelqu'un qui a la peau noire. Un nègre, c'est assez, comment dire, c'est assez complexe, mais c'est aussi facile à voir. C'est-à-dire, parce que je me souviens d'une personne qu'on qualifie de métisse, bien de mulâtre, etc., qui dit avec force, moi c'est un nègre, je suis un nègre. Et moi je ne lui conteste pas ça du tout. Moi je n'ai pas vu ça comme une aberration, comme quelque chose de bizarre. C'est un nègre, point terminé. Je ne me pose pas de questions. Donc, et les différences de couleur de peau inventées par les racistes pour pouvoir dominer et asseoir justement cette domination jusqu'à aujourd'hui, parce que là, justement, il y a à sortir du problème. On sort de l'idéologie raciste, mais sortir de l'idéologie raciste, ça va prendre beaucoup de temps aussi. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on a pris conscience du caractère nocif de l'idéologie raciste, lorsqu'on sort dedans, on sort de la domination, ça prend du temps pour sortir de la domination, pour se débarrasser des carcans qu'on nous a incrustés dans le cerveau. Il y a un travail à faire pour sortir de ça. Et ce travail-là prend du temps, parce que, et justement, ça a pris des siècles pour instiller donc, le poison, et le poison qui est en nous, ça va prendre du temps pour l'enlever. J'espère que ce ne sera pas des siècles aussi, mais quand même, ça ne sort pas du jour au lendemain. On a pris conscience, bon voilà, on ne va plus réagir comme on nous l'a appris. Ça va se poursuivre. Et justement, le processus de conscientisation devra se poursuivre pour qu'on puisse réagir, je dirais, de la bonne façon, entre guillemets. Alors, je me serais tourné vers Katia. Est-ce que tu as vécu des expériences qui t'ont fait réfléchir à ce problème-là? Et surtout, comment tu penses qu'on peut surmonter cette grande fracture qui existe dans la société? Alors, je pense qu'il faudrait commencer dès le plus jeune âge. Donc, c'est-à-dire éduquer les enfants. Et comme j'ai dit, je n'ai jamais vu quand j'étais petite, je n'ai jamais vu de différence de couleur de peau. Donc, je ne sais pas. Tu n'as pas pris de conscience de ça? Non. C'est vrai pour toi, c'est des gens, C'est des gens.
Comme moi-même, Alors, tout simplement. tu as fini là. Je ne sais pas si tu serais d'accord pour nous raconter une expérience que tu as vécue dans l'immigration avec une propriétaire qui t'avait refusé un logement et comment ça s'est terminé. Alors, je pense que cet exemple-là est tout à fait symptomatique du problème que nous parlons. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Il faut dire que ça s'est bien passé, à la fin, ça s'est bien terminé. Alors, raconte un peu le début. Oui, c'était pas. Oui, le début, c'est que j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans par là, et je cherchais. Au début, j'habitais dans un sous-sol, c'était pas bien, alors je cherchais un studio. Ah, ça c'est à Paris, hein? Oui, ça se passait en région parisienne. Et puis, j'ai vu sur un journal, il s'appelait Grand Annonce, une dame qui loue un studio. Alors, j'ai demandé de sortir pour aller. J'ai téléphoné déjà à la dame. La dame m'a dit oui, monsieur, vous pouvez venir. J'ai le studio à louer. Et ça se passait comme ça. Et puis, en arrivant, j'ai sonné. La dame était en haut de l'étage ou la fenêtre. Et j'ai dit, je viens vous appeler pour le studio que vous avez à louer. Et elle me dit, ah, non, je ne loue pas mon studio. Non, je ne peux pas, c'est fini. Alors je suis parti vite fait, ça m'a choqué énormément. Et puis j'ai été plus loin, j'ai discuté ça avec mon frère. Et puis mon frère m'a dit, bon, de toute façon, c'est comme ça se passe ici. Lui-même a subi les mêmes agressivités raciales. Et puis, ce jour-là, il y a chez nous, on dit c'est un mal pour un bien. Et ce jour-là, j'ai rencontré un cadre de l'entreprise de mon frère travaillait. Il m'a dit, eh bien, tu peux avoir un studio très facilement si tu rentres dans cette entreprise. Je n'ai pas nommé l'entreprise. Et puis, finalement, ça s'est passé comme ça. Après, cette entreprise m'a donné la possibilité de m'inscrire à Paris 10, à l'Université de Créteil, pour que je puisse avoir cette entreprise en cette période-là faisait un truc social quand même pour les travailleurs. Alors finalement, je me suis inscrit et puis je me suis inscrit en sociologie. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai rencontré des professeurs très compétents, des gens qui me donnaient des idées. Et puis un jour, je peux dire son nom, elle s'appelle Zablowski. Elle m'a dit, tu nous as raconté ça, mais il faut aller voir la dame. Alors là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis une deuxième fois, elle m'a dit ça, elle m'a dit, et Bourdieu était venu aussi ce jour-là, la deuxième fois. Ils m'ont dit, ah bon, mais il faut y aller. Il faut y aller. Finalement, j'ai pris, lorsqu'on est jeune pour aller faire un truc comme ça, j'ai pris le courage à deux mains et puis finalement, j'ai été voir la dame. Alors quand j'ai sonné... Je parle de la dame qui avait refusé le logement. La dame qui m'avait refusé de louer le studio. Alors j'ai sonné. Quand j'ai sonné, elle m'a dit pourquoi. J'ai dit est-ce que je peux vous parler? Elle me dit mais parler de quoi? J'ai dit est-ce que je peux vous parler? Là elle m'a dit bon d'accord venez. Et puis j'étais, mais ça faisait au moins 2 ans et demi que ça s'était passé. Elle avait plus en tête. Et puis elle m'a dit c'est pourquoi. Elle m'a dit asseyez-vous gentiment. J'ai expliqué. Et puis quand je lui ai dit, j'étais venu il y a quelques années vous demander si vous avez le studio, et j'ai des professeurs qui m'ont dit de passer vous voir pour savoir exactement où est-ce que ça, comment vous avez vécu ça, tout ça. Et puis là, quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Et puis elle m'a dit, je me suis tombé dans un préjugé, mais lorsque vous êtes parti
excusez-moi, lorsque vous êtes parti, j'ai pleuré, ça m'a arraché le cœur, et j'ai effacé tout ça dans mon cerveau. C'est pourquoi, quand vous êtes venu là, je ne vous ai pas reconnu, et puis on s'est vu plusieurs fois. Elle m'a présenté, son mari était décédé déjà, elle m'a présenté ses enfants. On n'est pas vraiment amis, mais on s'est côtoyé durant peut-être une bonne dizaine de fois. Et cette dame-là, c'était un ancien d'Auschwitz. Elle était professeure à la Sorbonne en psychologie. Elle m'a dit, ça ne devait pas m'arriver. Ça ne devait pas m'arriver. Elle se sentait, moi personnellement, j'ai senti qu'elle souffrait énormément de ce qui le jour qui s'est passé. Et puis elle m'a dit merci de venir me voir quand même. Alors, j'ai tenu à ce que tu racontes cette histoire-là, parce que tu me l'avais déjà racontée, pour montrer, pour faire réfléchir. C'est une dame qui enseignait à l'université. C'est une dame qui a le passé des persécutions juives. Et elle a ce réflexe-là. Alors, imagine un pauvre ouvrier à qui on a dit, c'est le noir qui prend ton travail, etc. Donc, c'est vrai que c'est une aliénation. Et elle, la suite de l'histoire montre que ça l'a tracassée et que c'était un poids pour elle. Pourquoi? C'est parce que notre devoir, pourquoi insister sur ça, c'est de comprendre qu'il y a un travail à faire pour sauver les aliénés occidentaux. Césaire avait eu l'occasion de dire, mais surtout Fanon, c'est aux colonisés de réhumaniser le colonisateur. C'est à la victime du racisme, non pas de dire, mais de dire, redeviens humain, si tu peux. Donc c'est ce que cette histoire-là nous enseigne, et ça m'amène à... D'abord, j'avais fait un petit point sur le vocabulaire. Quand Thierry, tu nous disais, quelqu'un qui a la peau blanche, c'est un nègre. Le mot nègre, avant la colonisation, n'était pas quelque chose de méprisant. C'est les Blancs qui ont donné une notion péjorative, nègre. Mais la résistance, c'est de dire, Césaire l'a fait un peu, mais comme les Black Panthers, les Panthères noirs, les I'm black and I'm proud. Je suis noir et je suis fier. C'est-à-dire oui, alors vas-y. Oui, chez nous en Martinique, j'ai grandi dans un quartier qui a beaucoup d'Indiens. Et bien, le rapport qu'il y avait avec mes parents, il disait, ça on fait nègre moi. Comment vas-tu mon nègre? L'Indien répondit, ah nègre bien. Nègre bien, c'est l'être humain. Nègre, c'était être humain. C'était l'être humain. C'est l'aliénation qui fait qu'on lui donne le sens. Je sais que tu veux réagir. Oui, ça me fait réagir parce que, et justement, les Indiens, tout ça, bon, c'était Kouli. Kouli. Et même, il y a des gens dans le quartier qu'on appelait Kouli. Et jamais je n'ai associé à Kouli un caractère de racisme, de péjoratif, etc. Pour moi, Kouli, bon, c'est comme on appelle Chabin, on appelle... je ne sais pas moi. Pour moi, ça n'avait rien de dégradant. Et moi, je pense que... enfin, je m'interrogeais après, lorsque des gens disaient, ma pas Kouli, moi, c'est un Indien. Donc, enfin, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça Kouline. Oui, alors c'est la perception qu'on a du mot. Alors, j'ai fait un petit déménagement là parce que nous avons une invitée qui est arrivée, qui va s'asseoir près de nous. Il paraît qu'elle a mal à la gauche. Non, mais ça, on va l'entendre. Oui, alors, on va faire le point avec... Bonjour. Alors, pour ceux qui nous suivent, nous sommes donc en pleine réflexion sur le thème « Les dessous du racisme et de la xénophobie ». Alors, normalement,
le MIR devait nous envoyer une invitée et c'est en catastrophe que Garcin Malsa, qui était prévu, quoi, nous dit, bon, je vais appeler quelqu'un. Donc, je reviens à toi pour te dire que ça nous intéresse, ton point de vue. Je finis rapidement de répondre à une question qui avait été posée avant ton arrivée sur les moyens, sur les moyens de lutter contre cela. Alors, vous l'avez dit que c'est l'éducation, c'est dès le plus jeune âge, hein, donc à travers les chansons, les écrits, les bandes dessinées, mais à travers aussi les conférences. Je profite pour vous dire que vous pouvez retrouver sur YouTube l'intervention que Frantz Fanon a faite sur la question du racisme, une conférence qu'il avait tenue sur ça. Vous pouvez vous y reporter, il y aura des éléments. Donc, je finis ma question, on va faire une petite virgule musicale, voilà ce que le technicien veut me faire voir, et on va prendre la deuxième partie, ça va nous permettre de nous coordonner. Voilà. Alors, je finis en disant que on a ce travail d'éducation, de conscientisation à faire, mais en face, il y a la contre-propagande dont nous avons parlé plus tôt, du système qui empêche les relations, qui critique nos arguments, qui poursuit les militants alternatifs, antiracistes, etc. Donc c'est véritablement un combat que nous avons à mener, et tant que le système sera entre les mains de classe dominante, eh bien, on ne va pas pouvoir le gagner facilement. Donc, vous pouvez faire votre virgule musicale. Ça va nous donner le temps de faire la jonction avec notre invité tout à l'heure. On est bon? On attend la musique, voilà. Bon. Voilà. Petit, les aléas du direct. Le collectif des ouvriers agricoles vous invite à son assemblée générale le dimanche 26 avril 2026 de 9h à 13h au hall de la mairie du Lamantin. Voilà. Eh bien voilà, merci de... Ah, pardon. Donc, invité de toutes à l'Assemblée générale qui a fait le matin. Alors, tout le monde nous a dit que présent le dimanche 26 avril, depuis 9h, à dans le rôle l'endroit. Merci. Non, ça fait mériter que nous rappelions rendez-vous tout à l'heure pour le 26, dimanche 26. Et là, nous avons dernière partie émission nous avons appelé le thème là, c'est les dessous du racisme et de la xénophobie. Alors pour notre invité, nous la faisons en français parce que comme nous sommes en direct
au niveau Internet, les pays francophones nous écoutent. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, Gabriel Priva, je suis content que tu sois là parce que sur ce thème-là, on peut dire que le MIR et le CNR font un travail de conscientisation pour que notre peuple comprenne les véritables racines des problèmes que nous avons et les moyens de les réparer. Et est-ce que tu peux nous dire, là, à boule pour point, en Martinique, comment se manifeste le racisme? Est-ce qu'il est aussi gravement général qu'on le dit? Comment tu perçois la situation du racisme en Martinique? Je dis bonjour, hein, donc, oui, déjà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, le racisme en Martinique, est-ce que le racisme existe en Martinique de la manière dont on le pense? C'est-à-dire que nous entendons dire que les Martiniquais, parfois que les Martiniquais sont racistes. Et à mon sens, les Martiniquais ne peuvent pas être racistes. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît la définition du racisme, on dit qu'il y a des manifestations de racisme, etc. Non, le racisme, il est de l'autre côté. Ce sont des réactions, des résistances contre le racisme qu'ils subissent. Il y a des résistances, il y a des réactions. On va prendre par exemple le fait qu'il y ait ici beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, nous les appelons les leucodermes, et qui ont parfois des comportements, eux, racistes envers nous. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est de considérer que l'autre, il est inférieur. Donc, on peut le traiter de n'importe quelle manière. En fait, ce sont les relents aussi de l'esclavage. Donc, lorsque on assiste à ça, et puis il y a un autre problème. Le problème de ce que nous appelons le génocide par substitution. Lorsque nous voyons que partout autour de nous, ce sont aussi des métropolitains, comme on dit. Ils s'appellent expatriés. Les expatriés, on les appelle, ils ont beaucoup de noms, comme nous-mêmes. Nous, c'est les ultramarins, c'est les Toubiens, tout ça. Donc, ils ont aussi leurs qualificatifs. Eh bien, on nous dit, oui, il ne faut pas, il n'y a pas de comptage ethnique, etc. Donc, en fait, nous voyons de nos yeux qu'il y a du monde, il y en a partout, même au plus profond des campagnes. On les rencontre dans des emplois. Avant, on les retrouvait que dans des emplois on va dire, de certains niveaux. Maintenant, même dans des emplois subalternes, on les rencontre partout. Mais c'est l'occupation organisée, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui... Tout à fait, il y a des filières. Des filières. Il y a des filières d'entrée qui sont bien organisées, où les personnes sont reçues, où les personnes sont invitées à rentrer par tous les biens. Il y a des sociétés qui sont là pour les aider, pour le déménagement, trouver du travail. La solidarité, là, ça marche. Oui. Et donc, après, c'est vrai qu'il y a parfois des confrontations. Maintenant, lorsque nous revendiquons dans notre île, qui est extensible, qu'on puisse respirer, qu'on puisse aller sur la plage, que nos coqs puissent chanter, que nos cloches d'église puissent sonner, ce n'est pas du racisme. Pourquoi les gens, manifestement, déclarent tout ce qu'on fait comme racisme? Alors, je viens sur un incident qui avait révolté la Martinique, ce vacancier qui a craché au visage d'un élu, insulté, et vous avez réagi, puisque quand même, il ne faut pas accepter ça. Et je crois que vous avez des actions en cours. Nous avons des actions en cours. Alors, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un incident défraie la chronique. Hein, puisqu'il y a déjà eu, d'ailleurs, dans cette même commune Sainte-Anne, où je ne sais pas si c'était un vacancier, non, c'était quelqu'un qui vivait ici, qui avait un chien dans l'eau et à qui on avait demandé de faire sortir le chien de l'eau et qui avait répondu, et nos chiens sont plus propres que vos femmes. Oui, donc, ce sont des insultes qu'on prend en plein et pour lesquelles les réactions ne sont pas justement à la hauteur. C'est-à-dire qu'on est là, on sait que ça s'est passé, mais bon, il n'y a pas... Tout le monde est indigné sur le moment. Après, ça retombe comme un soufflet.
Et là, effectivement, pendant la campagne électorale, il y a eu cet incident. Et alors, 4 organisations se sont manifestées pour justement porter plainte au nom de tous, puisque c'est lorsque quelqu'un crache sur l'un de nous, c'est comme s'il a craché sur tout le monde. Il a craché sur tout le monde, sur le peuple noir. Donc, le MIR, le CNR, Asuka et puis Ethiopian World Federation. Donc, ces 4 organisations-là ont tenu une conférence de presse, donc il y a de cela 2 semaines et demie à peu près, et nous avons fait un communiqué et nous avons porté plainte, effectivement, et nous sommes en train d'interpeller les élus, tous les élus de la Martinique, à travers un courrier que nous faisons à l'association, que nous avons fait à l'association des maires de Martinique, que nous allons envoyer donc en début de semaine, et puis aussi pour interpeller les Martiniquais, parce que tout le monde a réagi, on a entendu tout le monde parler de ça, tout le monde s'indigner, tout ça, mais rien n'a été fait, pas un rassemblement. Alors les gens vous diront, oui, on a assez marché, on a assez de faire des rassemblements, ça ne nous met rien, plus jamais ça, et puis... et c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça, et puis on accepte justement que ça recommence. Donc voilà, alors nous avons... Alors est-ce que tu peux nous donner lecture de ce texte qui est adressé aux élus? Alors, au président de l'association des maires et des élus, donc, alors je passe les... Nous organisons une organisation attachée au principe du tout monde c'est monde et qu'aucune vie n'est supérieure à une autre vie. Souhaitons vous interpeller publiquement sur votre silence qui interroge, inquiète et indigne. Depuis le 17 mars dernier, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre une scène d'une extrême violence symbolique survenue à Sainte-Anne lors du second tour des élections municipales. On y voit un individu s'en prendre à une caravane électorale, proférer des insultes racistes d'une gravité inacceptable, allant jusqu'à traiter un élu de la République de sale nègre et de lui lancer un crachat au visage. Ce geste, au-delà de l'atteinte personnelle, constitue une insulte faite à l'ensemble des élus de Martinique, à la dignité de notre peuple ainsi qu'à la mémoire de nos ancêtres. Il heurte profondément les fondements même de notre engagement public fondé sur le respect, l'égalité et la fraternité. Face à de tels faits, votre silence en tant que représentant des maires et des élus de Martinique ne peut être compris. Il interpelle sur la capacité de nos institutions locales à se dresser unanimement contre le racisme, l'humiliation et les atteintes à la dignité humaine. Nous rappelons que plusieurs organisations, la SOCA, le CNR, Ethiopian World Federation et le MIR ont déposé plainte le 3 avril dernier afin que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue. Aussi, nous vous demandons solennellement de condamner publiquement et sans ambiguïté ces faits, de manifester votre soutien à l'élu victime ainsi qu'à l'ensemble des élus de Martinique, d'interpeller le procureur de la République afin que cette affaire soit traitée avec toute la rigueur qu'elle exige. Il ne saurait y avoir de place pour le silence lorsque l'honneur des institutions, la dignité des élus et les valeurs républicaines sont ainsi bafouées. Dans l'attente de votre prise de position, etc. Alors, il y a les élus qui sont interpellés, mais le gouvernement, il y a quelques jours, sa justice en tout cas, a traîné en garde à vue une députée européenne de LFI au prétexte qu'elle serait antisémite, qu'elle aurait fait une déclaration sur un tweet qui pourrait laisser penser qu'elle soit antisémite. Qu'est-ce que les autorités françaises ont fait? Ce délinquant-là est-il en prison? A-t-il été renvoyé en France? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors pour le moment, nous n'avons pas de suite, on va dire, au niveau de la justice, de ce qui s'est passé, puisque là, c'est tombé juste au moment où, en fait, il y a les vacances scolaires de Pâques qui sont arrivées, et nous n'avons pas de retour sur le dépôt de plainte, donc au procureur. Maintenant, il semblerait, il semblerait que la personne en question
se trouvent encore dans le pays, ils se promènent, Se baigne. se baladent dans la ville librement. Comment c'est compréhensible ça? Comment c'est compréhensible? Bon, je sais. Ça, c'est une question. Je ne vais pas poser la question, que faudrait-il faire? Je pense que tout le monde va se la poser. Bon, mais alors, là c'est un cas que tu disais tout à l'heure qui n'est pas nouveau, qui traduit une réalité. Alors, en tant qu'organisation luttant pour les réparations, que faudrait-il faire en tant que peuple, en tant qu'institution, pour mettre fin réellement à ce racisme institutionnalisé, à la xénophobie qui est propagée? Alors déjà, il y a effectivement l'éducation pour nous-mêmes, hein, pour nos enfants, de ce que c'est, puis de savoir, de pouvoir aussi identifier, parce que quelquefois, nous n'arrivons pas à identifier puisque nous avons justement cette, je ne vais pas dire l'éducation, mais on nous a appris beaucoup à accepter, c'est blanc, cabrisier, nègre, etc. Donc il y a un conditionnement qui fait que souvent on ne se rend même pas compte qu'on est dans une situation, c'est comme ça qu'en certaines proportions, on dit, là c'est fort, là c'est trop. Alors que faire? Ça c'est une vaste question parce que dans nos statuts, en tout cas au CNR, nous avons justement la lutte contre le racisme, etc., contre les discriminations aussi de toutes sortes. Mais là, moi, je pense que les personnes justement qui arrivent d'ailleurs et qui sont d'ailleurs, je crois que c'est l'éducation, c'est envers elles. D'une part l'éducation, mais d'autre part la répression. Alors la répression, c'est fondamental parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, ce qui s'est passé de l'autre côté pour la députée, ça ne s'applique pas ici. Mais nous, on voit ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une vitesse, deux points de mesure. Une justice à deux vitesses, et puis c'est toujours nous qui sommes les oubliés, les urbains, enfin les discriminés. Les discriminés aussi par la justice. Donc, il faudrait que il y ait une vraie justice qui fasse son travail. Mais pour que la justice fasse son travail, il faudrait que les personnes qui sont au tribunal ne soient pas justement les mêmes jugés partis. Oui. Jugés partis, parce que ce sont les mêmes. On le disait au début de l'émission, les magistrats, le procureur français qui vient juger les Martiniquaises, des jeunes qui ont renversé des statuts de flibustiers, de pirates et d'esclavagistes, et ça ne leur pose aucun problème de conscience. Et de les condamner, de les rappeler, etc. Même que le procureur avait dit, bon, je laisse le tribunal juge, le tribunal a pris sa décision, elle fait appel pour rejuger chez vous. Donc, ils sont jugés partis, comme tu disais. Donc, je vois là quelqu'un qui arrive. Tout à l'heure, il va nous dire un petit mot de conclusion. Je le laisse s'installer. Mais alors, qu'est-ce que tu nous dirais sur la lutte globale que mènent les mouvements pour réparation? Parce que vous êtes quand même acteur de mouvements internationaux dans ce combat-là. Et quel regard tu as sur le fait que les pays européens se soient abstenus lorsque l'ONU a estimé que la traite transatlantique et l'esclavage, c'était un crime contre l'humanité, le plus grand crime contre l'humanité. Alors, quel sentiment sur tout ça? Alors là, je dirais, au risque de choquer, que je n'en ai pas été ému. Pourquoi être ému que la France ne prenne pas part ou s'abstienne dans un tel vote? Tous les pays colonialistes, les anciennes puissances coloniales, se sont abstenus. Ils ne vont pas shooter contre leur part. Ils n'ont pas intérêt, ils n'avaient pas intérêt. Et d'ailleurs, ils ont même poussé d'autres pays, à mon avis, à s'abstenir également. Maintenant, nous sommes en train de faire justement, à la demande d'autres camarades de notre organisation, que je ne suis pas autorisée à citer pour le moment, de faire une demande de sorte que les ressortissants donc,
de toutes les dernières colonies fasse un écrit qu'on enverra à l'ONU pour dire, attention, nous avons des cartes d'identité françaises, certes, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec la position. Nous ne sommes pas dedans. C'est-à-dire qu'il faut arriver à nous sommes toujours colonisés, dominés, et qu'on parle en notre nom, alors que nous sommes contre, et nous soutenons la décision de l'ONU. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que, de fait, on nous associe, on est dedans. C'est-à-dire que nous sommes des imbéciles, en fait. Nous sommes les dindons de la farce. Voilà. Nous sommes les dindons de la farce. Donc, nous en avons discuté. J'ai été invitée à participer à une réunion où nous avons discuté de ça. Donc, nous sommes en train de préparer cette motion. Enfin, elle est prête. Et nous allons demander aux élus qui nous représentent officiellement de faire cette motion et que nous allons transmettre au secrétariat de l'ONU qui tenait justement cette semaine, puisque le CNRI était représenté, un forum des personnes, le 5e forum des personnes d'ascendance africaine à Genève. Donc on y a envoyé quelqu'un et il a été effectivement question beaucoup de cette fameuse prise de position. Mais moi je vois qu'il y a des gens qui sont montés au créneau pour dire ah oui, comme la France. Il n'y a pas de quoi être étonné, mais il faut quand même la dénoncer. Oui, bien sûr, absolument. Alors, il y a Alain Libéry qui est arrivé. On a parlé de François Fanon, on l'a cité, et justement, tu es membre du cercle François Fanon, de ceux qui ont manifesté tout ça. Et Fanon a beaucoup écrit et théorisé sur la question du racisme et de la façon de guérir le mal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce débat-là, globalement? Du débat d'aujourd'hui, de ce matin. Oui, c'est-à-dire bonjour à tout le monde déjà. Et donc, pas trop près le micro pour que ça fasse pas des propos. Et donc, non, je crois que c'est un thème quand même qui est extrêmement important dans la situation de notre société. Bon, notre société est une société profondément colonisée dans toutes ces strates. Et donc, avoir la pensée de Fanon qui intervient en permanence dans nos réflexions est une chose d'une extrême importance. Et donc, n'oublions pas que Fanon écrit à l'image de sa propre vie, mais à l'image de la société dans laquelle il a vécu. Et n'oublions pas, bon, parce que j'ai entendu les propos tout à l'heure, où on est dans une société où on est ouvert à tout. Alors donc, si on prend la phrase du poète, pour eux à tous les souffles du monde, Césaire, on pourrait considérer que nous, quand nous vivions, nous ne voyions pas ni la notion de couleur, ni la notion de classe forcément lorsqu'on est gamin, lorsqu'on est à l'école, parce que c'était un petit peu comme ça dans nos écoles. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que l'on évolue dans la société, on constate qu'on est confronté à une vision de nous, de l'autre, et donc qui nous amène à nous poser des questions. C'est comme ça que Fanon est arrivé à se poser la question et à prendre le camp dès ses 18 ans de partir pour une analyse profonde, apporter des explications et en même temps la méthodologie et toute la réflexion pour y remédier. Et quand je dis au départ que notre société est profondément colonisée et donc nous sommes sous la coupole du colonialisme français, c'est ce que Fanon a subi. À 18 ans, il décide de partir en dissidence le jour du mariage de son frère, donc celui que l'on dit qui a quitté la Martinique, qui est parti le jour du mariage de son frère. Donc il ne veut plus dire un anniversaire, non, je ne me fais pas, mais c'est important. Il part en dissidence, il va se battre pour la France contre l'Allemagne nazie.
que l'on suppose qu'il y a une coloration anti-juive, mais qui est également basée sur la question de la suprématie, donc profondément raciste. Donc, la domination d'une frange de l'espèce humaine, comme tu as décrit tout au début en disant la xénophobie, la peur de l'étranger, qui vient par la suite, qui devient par la suite, de toutes les façons, la haine de l'étranger. Même dans son propre groupe, donc le groupe humain. Et Fanon, c'est comme ça qu'il vit. Et cette situation, après être blessé en guerre, pour défendre la patrie, la France, contre le nazisme, il constate qu'il est infériorisé de par sa couleur. Je m'étais trompé, dit-il. Et donc, je m'étais trompé. Et dans ce sens, dès lors, il se met non seulement à écrire, à réfléchir et à émettre des idées pour transformer la réalité du colonisé, transformer la réalité du colonisateur, de telle sorte que l'humain soit au-dessus de tout. Bon, alors donc, si je résume ça comme ça, mais on pourrait rentrer dans l'explication profonde de la persistance du colonisateur et du colonialisme, qui veut que De Gaulle, qui appelle à la résistance et dont la capitale de la France libre se trouve en Afrique, quand il fait l'appel, il est en Angleterre. Et donc, les témoignages que nous avons de personnes qui ont fait la guerre nous disent que tout leur désarroi, c'est de voir comment ont été traités les tirailleurs sénégalais, même parfois de manière différenciée, en partie avec les originaires des colonies françaises d'Amérique, donc que l'on appelle aujourd'hui les Outre-mer et consorts. Alors, si tu permets, rappelons que De Gaulle, qui était l'idole des anciens ici, avait négocié pour que les troupes nègres ne soient pas en tête ou même présentes au défilé de la libération à Paris. Voilà. Il faut qu'on voit que c'est une affaire de blanc. Exactement. Et en même temps, et quand même complice de la fusillade de Tcharoy, on connaît un petit peu tout ça, et donc on sait quel a été le rôle de Gaulle dans l'assise même du colonialisme après la période dite des indépendances. Et donc la question du racisme a une connotation profondément politique, au-delà de la simple ignorance que peuvent avoir les peuples qui, de par leur élite, promeuvent la suprématie blanche par rapport aux nègres d'une manière générale, parce que si l'on peut dire, j'entendais Thierry tout à l'heure quand il faisait allusion aux Koulis, aux Chinois, ou tout autre. Bon, nous n'étions pas dans cette perception de la couleur lorsque nous parlions, parce qu'en réalité, et même jusqu'à aujourd'hui, des erreurs comme ça sont faites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à dire Indiens parce que c'est effectivement originaire de l'Inde, il n'y a pas qu'à dire Indiens parce que c'est en différation par rapport à nègre. Attention, hein? C'est ça, à tel point que moi, dans la conférence, Fanon, continue en français pour nous sur la notion de Fanon, et donc on a dû faire une intervention parce que la camarade, par exemple, de la Jamaïque, de Trinidad, qui avait fait une thèse sur le Black Power à l'époque, qui s'est inspiré profondément des écrits de Fanon pour mener, dans les années 70, le renversement du gouvernement à Trinidad, dans le Tobago, eh bien, elle va changer pour enlever le Black Power. Alors donc j'étais obligé de lui dire, est-ce qu'il pense que les Indiens, puisqu'il y a des Indiens d'origine, ils sont différents de couleur que les nègres? Parce que quand on regarde ici, d'une manière générale, la majorité, ils ont couleur mélanine pour nous. Mais il y a fait nous penser que si nous disons qu'on ne pas pour Indien, nous avons une connotation raciste.
par rapport à Kouléo, au-delà des questions sociales. Donc, je veux dire que la notion du racisme, et donc vu du point de vue de Fanon, c'est qu'il faut renverser cette société qui veut que la suprématie, les suprémacistes, puisque c'est quelque chose d'établi, le racisme, tel qu'il a été perçu par l'Occident dans sa velléité, dans sa volonté de pouvoir dominer le monde et principalement renforcer sa richesse et son développement tant économique, puisqu'il sortait de la barbarie, l'Occident, l'Europe notamment, sortait de la période la plus barbare pour entrer dans le siècle des Lumières avec l'exploitation des hommes et des richesses du sous-sol du continent africain, majoritairement d'une manière générale, quand bien même que la notion de suprématie s'exerçait aussi bien sur l'Asie, c'est-à-dire sur tout le reste du monde, de l'Asie, des Chinois, donc que des Indiens, que des Amériques et encore plus de l'Afrique, parce que c'est le seul continent dans l'exploitation des hommes dans leur processus de richesse et de capitalisation. L'Europe a déshumanisé un pan de l'humanité, un pan du continent, un pan de l'Afrique, et puis si l'on peut dire, qui permet l'émergence du panafricanisme, d'après ça, on va comprendre, on va percevoir ça. Donc, mais si nous pouvons parler du Fanon, Fanon est un précurseur, est un élément qui permet, un homme qui permet, de par ses écrits, puisque c'est d'une brûlante actualité, de guérir tant le colonisateur que le colonisé, et qui promeut l'avènement d'un homme neuf, d'un homme nouveau, et donc qui mettra fin à la suprématie dite blanche sur le reste de l'humanité. Voilà. Alors, j'ai vu que Ivoire tient son micro depuis un moment. Est-ce que tu avais une remarque à faire? Non, ça va. Non, alors, il nous reste peut-être que 5-10 minutes avant de terminer l'émission. Donc, on va revenir, si tu veux réagir globalement sur la thématique. J'ai un petit point à faire après concernant la xénophobie en Martinique. Mais je te cède déjà la parole. Ça va? Oui, ça va. Bon, alors, pourquoi je fais ce point-là? Parce que normalement, nous aurions dû avoir un représentant de la SOCA, Association de solidarité avec les frères caribéens, mais qui n'ont pu venir. Ils ont envoyé un message pour s'excuser. Et je tenais quand même, puisqu'on parle de xénophobie, à parler du comportement que les Martiniquais avaient vis-à-vis des Africains dans le passé et ont vis-à-vis des Haïtiens aujourd'hui. On a apporté des explications sur l'aliénation et tout ça, mais avant d'intervenir, j'aurais aimé que vous réagissiez à cette problématique-là. Alors, il y a une problématique qu'on a rencontrée l'année dernière, mais qui se poursuit certainement cette année. C'est justement envers les Africains, les étudiants, singulièrement les étudiants sur le campus, qui ont quand même, à mon sens, été victimes d'une forme de racisme, mais de la part des institutions. De la part des institutions, puisque... alors, la France, qui pilote, a certainement donné des consignes, mais les étudiants se sont retrouvés confrontés à des problèmes de paiement, de droits d'inscription extrêmement élevés. Et pour régler le problème, ça a été la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'au niveau même de l'institution universitaire, ce sont les associations et puis les personnes qui ont mis la main à la poche pour aider ces jeunes, pour régler ce problème. Et ça, moi, je pense que c'est quand même connoté à ce niveau-là.
surtout dans la manière dont ça a été, dont on répondait aux courriers, aux interventions et tout ça. C'était quand même limite, et c'est quand même malheureux parce que moi je pense que les étudiants ont fait un retour extrêmement négatif. Il y en a qui ont dit qu'ils ont fini avec la Martinique, hein. Ils ont un regard vraiment très négatif par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'ils ont souffert. Hein. Il y en a qui ne mangeaient pas, il y en a qui étaient mal logés. Alors il y a aussi des marchands de sommeil qui louent à ces jeunes qui viennent de contrées où déjà leur monnaie, enfin, ils ont un niveau de vie qui est différent, et on en profite. On leur fait payer pour des chambres minuscules, etc., des loyers exorbitants. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème, il y a ça à régler. Il y a ça à régler ici. Et puis, comme tu disais, envers les Haïtiens aussi. Alors, ce sont des poches de xénophobie, hein, on va dire ça, qui existent ici. Aussi parce que les pouvoirs publics n'ont pas fait un certain travail. Parce que c'est vrai qu'il y a des manières de vivre, des gens qui arrivent dans un pays et qui n'ont pas les mêmes mentalités, les mêmes manières de vivre, les mêmes mœurs, et ça peut gêner, ça peut choquer, et lorsqu'il y en a beaucoup, donc ça crée effectivement ce phénomène de xénophobie qui peut être réglé, qui peut être géré par les municipalités notamment. Oui, allez, vas-y. Alors c'est vrai, si l'on reste dans la définition propre, et puis on fait une analyse de la situation de ce qu'on pourrait qualifier d'étrangers, c'est-à-dire nos frères de la Caraïbe principalement, c'est toute la problématique de l'aliénation. Et on ne peut pas, dans ce contexte-là, ignorer le poids et la pesanteur de la situation politique de notre pays. Bon, parce que la politique migratoire, aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est en train de se glorifier avec une certaine fierté d'intégrer le CARICOM. Bon, alors que beaucoup de ces pays-là, de ces instances, sont déjà présents, pour ceux qui concernent la Caraïbe ou la Grande Caraïbe, sont partie intégrante de la communauté des États de la Caraïbe. Eh bien, moi, je dis que quand on regarde la situation, elle a évolué énormément et elle s'amplifie parce que il est tout à fait normal que dans une société où les difficultés s'accroissent et que les solutions ne peuvent être portées que par quelqu'un qui a une vision différente de toute la structure fondamentale de notre société, qui est une société martiniquaise, une société caribéenne, une société profondément enrichie de la richesse majoritairement africaine, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Eh bien, il y a une matrice, quand bien même qu'il y a également un brassage de communautés, un brassage d'origine. Alors, on peut dire indiens, chinois, et syriens, français, européens, et africains. Mais l'organisation sociétale n'est pas le fait, justement, des Martiniquais. Et le problème que rencontrent ces jeunes-là, les jeunes Martiniquais le rencontrent aussi, ne pas avoir la possibilité de prendre le bus pour se rendre de l'autre côté, ne pas manger convenablement. Il y a une problématique. Quel est le poids et le rôle de l'éducation sinon le rôle de l'éducation dans une société? Alors si on s'arrête à la situation des étudiants, y a-t-il une instance ici, Martinique, qui dira que voilà ce que représente l'éducation dans l'organisation sociétale, budgétaire de notre pays. Voilà ce que va représenter l'organisation du travail, parce qu'en France ou dans les autres pays arrive un certain nombre d'immigrés qui font un travail que beaucoup de personnes ici ne font pas. Et on parle de la même chose concernant par exemple la Martinique, où aujourd'hui, où on voit beaucoup d'Haïtiens qui sont dans la banane, dans la canne. Et pourquoi? Il y a deux structures qui si l'on peut dire,
plane sur l'économie martiniquaise, c'est pas rien. Donc, une société martiniquaise basée sur le consumérisme. Alors, comment se fait-il qu'il y ait un certain nombre de Martiniquais dont on veut qu'ils soient dans la strate la plus importante, l'élite, et puis on veut qu'en même temps, retrouver dans cette même frange de la population qui diminue, qui est vieillissante, des gens pour aller chavailler la banane, couper la canne. Donc on va faire appel à des gens de la zone, et maintenant aux Sud-Américains. Il y en a plein, hein. Les Sud-Américains qui sont dans la banane ici, là, c'est bon. Et puis, le génocide par substitution, il se poursuit, mais en évidence que dans toutes les strates de l'activité économique et sociale, on retrouve aussi des Blancs. Alors c'est quoi? S'il ne s'agit pas, tout doucement, d'une organisation du génocide par substitution de l'État français, mais en même temps, d'une volonté manifeste de ne pas permettre une organisation permettant aux jeunes qui sont diplômés de rester en poste ici, quel que soit le niveau, hein, puisqu'ils forment des bacheliers, certes, pour partir faire des études supérieures et consorts, mais il y a également des gens qui font des CAP de plomberie, la peinture, tôlerie, mécanique, BEP, tout ça. Il y a ces niveaux de formation qui vont alimenter tous les secteurs et toutes les branches de l'économie martiniquaise. Donc, les étrangers qui arrivent ici, et c'est normal, quand on regarde le petit commerce, l'agriculture, comment ils sont occupés par des gens qui ne sont pas forcément des Martiniquais en majorité, eh bien, participent de l'économie martiniquaise d'une manière générale. Mais comme il y a une situation dans la perception de l'autre, les rapports que nous avons avec les pays de la Caraïbe, la manière de concevoir nos rapports, eh bien, on voit l'haïtien, c'est beaucoup plus le Saint-Lucien par le passé, comme des personnes qui viennent prendre nos emplois, des personnes qui viennent empoisonner notre peuple, mais on n'arrive pas à faire céder l'État français sur la question de l'empoisonnement au chlordécone. Donc, il y a une ambiguïté et il y a une nécessité pour nous, organisations d'avant-garde, on peut penser ce qu'on veut, organisations qui font un travail de conscientisation de notre peuple, de permettre qu'il y ait une élévation permanente de la conscience qui puisse nous permettre de nous approprier notre environnement de manière positive et très objective, et constructive également, et de laisser de côté les côtés pervers et négatifs de cela. Alors, on écoute Yvon et après je vais faire une petite synthèse. Oui. Alors, on n'a pas parlé de racisme d'État, c'est ce qui est passé sur le campus, c'est à peu près ça, mais c'est beaucoup plus vaste. Parce que celui qui a créé le chlordécone, il a dit vous pouvez mettre ça partout sauf aux États-Unis. Et aux États-Unis, finalement, ça s'est fait. Mais le chlordécone, il n'y a jamais de chlordécone en France. Parce qu'ils ont mis un organe à chlorer en France, mais ce n'était pas dans cette cage qui est très solide pour polluer à vie. Hein? Alors, ils ont mis ça en Martinique, en Guadeloupe, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé le chlordécone. Et peut-être jusqu'à maintenant, peut-être souvent, ils sont en train d'éliminer les stocks aussi toujours là. Alors c'est pourquoi cette racisme d'État touche l'ensemble de la société et ça, ça peut-être pas paraître que c'est quelque chose de fascisant, mais c'est du fascisme d'État. Ouais. Alors, je vais essayer de faire une petite synthèse sur les points qui ont été évoqués. La première question des Africains. La perception que les Martiniquais, dans leur ensemble, avaient des Africains a brutalement changé à partir des années 90. Jusqu'à ces années-là, dans le subconscient, c'était Zambla, les petits nègres qui mouraient de faim. Parce que l'Afrique, c'est un pays pauvre. Et puis, ils ont fait des gros bouts, puis des mouches sur le nez, etc. Et puis,
et qui se mangent entre eux, cannibales, il faut que ça. Et puis, heureusement, il y a un semblant pour eux. Donc, c'était ça. Et la vision qu'on avait sur les plus noirs des noirs chez nous, c'est qu'on cassait en africain. C'était une vision aliénée, maladive, qui d'ailleurs détruisait celui qui pensait parce qu'il séguit les nègres. Donc, ou pas bien tout schizophrène, puisqu'on a dénigré un nègre, et pour qu'on glorifier blanc, et où ça vous nègre. Donc, tout un dénigre pour la même occasion. Excusez-moi de citer des choses, des expériences personnelles. J'étais ancien professeur d'histoire géo. Dans le livre d'histoire géo, en 5e, on étudie l'Afrique, mais 2 pages, avec les photos, l'Afrique, tous les livres. L'Afrique en continent pauvre, avec les photos des petits enfants, et puis les ONG qui aident, etc. Eh bien, le cours que je faisais à cette occasion, je n'utilisais pas tellement les livres du français, mais je leur disais exceptionnellement, ouvrez le livre. Qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, ils sont malheureux, tout ça. Et après, je distribuais 2 documents. La carte du sous-sol africain, au diamant, pétrole, etc. Et la carte des exportations des pays africains en verre, notamment en matière d'aliments, cacao, etc. Et puis je disais aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, le livre est menteur. Je dis, oui, mais le livre, qui fait le livre? Et puis c'est là que je disais, refermez, et puis nous allons parler de l'Afrique. Mais j'étais loin d'être le seul à le faire, puisqu'il y a tous les mouvements panafricanistes, tu étais dedans, Garcin, tout ça, l'Afrique. Et les gens ont commencé à voir l'Afrique. Les réseaux sociaux sont venus conforter ça, puisqu'on voit les images. Et puis il y a les informations sur les luttes qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas le combat de Lumumba. Qui ne connaît pas Traoré aujourd'hui? Donc maintenant, tout le monde là, africain, il n'y a plus africain qui martiniquais. Bon, je ne vais pas terminer sur ça. Donc il y a cette vision de l'Afrique qui a changé, fort heureusement. Sur les étudiants africains, c'est exacerbé parce que nous sommes en colonie, mais ce sont des lois qui s'appliquent aussi en France. Augmentation, on ne parle même pas des États-Unis, des frais scolaires, etc., qui touchent non seulement les étrangers, mais qui touchent aussi par la politique ultralibérale les étudiants français. J'ai lu avant-hier qu'il y a un lycéen sur 4 en France, français, qui est obligé de faire des jobs pour pouvoir acheter ses livres, etc. Politique ultralibérale qui vient conforter le racisme, le suprémacisme. Donc ça, c'était pour la question des Africains. Concernant les Caribéens, il y a une volonté de développer la xénophobie en empêchant les contacts, et en particulier les Haïtiens. Combien de Haïtiens de haut niveau, nous avons connu ça dans une assemblée générale, universitaires, etc., sont invités pour des colloques en Martinique et à qui on refuse le visa. Les gens ils sont solvables. Ils ont leur métier. Ce sont des gens qui n'ont aucun risque de venir s'installer en Martinique. Le visa est refusé. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les élites des différents pays caribéens. Donc, il faut entretenir l'idée que la Caraïbe, heureusement qu'on est français. Le Premier ministre est venu se soigner en Martinique, mes amis. Merci. Ça veut dire que les dépendances, tout ça, c'est n'importe quoi. Et puis, vous voulez prendre les dépendances? Mais c'est volontaire, de façon à ce qu'on n'ait pas confiance en nous, Caribéens, et qu'on ne se connaisse pas. Mais on a eu l'occasion de parler d'Haïti dans des conférences. Les gens n'ont jamais su qu'après l'indépendance haïtienne, l'État haïtien a envoyé 2 navires haïtiens armés pour venir libérer les esclaves martiniquais. Mais ces bateaux-là ont été coulés par des bateaux espagnols. On ne connaît pas. Donc, il y a le racisme né de l'ignorance. Et puis, il y a ce qui se fait en France. Ils viennent prendre votre travail, etc. Et volontairement, ils entretiennent la précarité des immigrés
le groupe de Béquet, là, de Potiche, qui a saisi les passeports d'ouvriers, c'est Lucien, Dominicains et c'est Lucien, qui leur a interdit de parler au collectif des ouvriers agricoles et qui a téléphoné à cette Lucie, si vous n'interdisez pas vos gens de parler à des indépendantistes, etc., c'est parce qu'il leur fait payer un loyer de 400 € sur leur meilleur salaire et qu'ils donnent des salaires. Donc, il y a un entretien de la précarité pour pouvoir exploiter aux eaux les immigrés qui ne peuvent pas se défendre. Et même quand ils sont intégrés, il y a une volonté d'entretenir ce racisme, cette xénophobie-là. Est-ce que vous vous souvenez de la campagne qui a éclaté un moment pour dire que c'est les Haïtiens qui voulaient empoisonner les Martiniquais avec les produits qu'ils font dans leur culture parce qu'ils mettent, j'oublie le nom du produit, parce qu'on avait fait un communiqué sur ça, et pour faire mûrir la banane. Et puis le bouc du Fonds national là, je mets dans le rémi pour ne pas le nommer, qui achète des bananes dans leur main pour eux, a dit, ah oui, c'est haïtien, etc. Bon, nous avons fait un communiqué pour dire, le produit qu'ils mettent, c'est exactement le même produit qu'ils mettent en France dans les burisseries pour faire les bananes et téflons. Et ils utilisent ça pour les raisins, pour tout ça que nous mangeons dans le supermarché. Quand le communiqué est sorti, ils ont fermé leur gueule. Mais combien de Martiniquais, si nous n'avions pas fait ce communiqué-là, auraient dit, c'est haïtien qui a fini poisonner nous. Oublions le chlordécone. Donc, il y a un travail organisé, systématique, qui est fait pour pouvoir diviser et maintenir les Haïtiens et les autres frères. Je prends le dernier exemple et puis je vais faire la conclusion. C'est cet lycéen qui a fait drogue rentrer ici, qui a tué le monde, qui a volé, qui a assassiné, qui a violé, etc. C'est cet lycéen. Et le peuple, ah oui, il faut que nous mettions radar les frontières, etc. Statistiquement, combien de criminels, de violeurs, de trafiquants de drogue d'origine martiniquaise et combien de ressortissants saint-luciens qui sont dedans? Les délinquants saint-luciens, quel pourcentage représente-t-il des saint-luciens qui travaillent ici, qui vont au marché, qui sont mariés avec des Martiniquais et des Martiniquaises, etc. C'est infime. Les saint-luciens qui font les cas, est-ce qu'il y a un seul cas où ils ne sont pas en contact avec des délinquants martiniquais dans le réseau? Donc, mais les gens qui n'ont pas cette information-là, eh bien, entretiennent les divisions. Alors que les Saint-Luciens, les Dominicains qui sont ici, représentent une richesse pour nous, vous qui ne pouvez pas payer le cours d'anglais à vos enfants, vous avez deux Saint-Luciens qui habitent dans votre quartier. Il n'y aurait pas eu un moyen d'avoir un comité où les Saint-Luciens apprennent à parler anglais à tous les enfants du quartier. Et puis qu'en échange, il y ait des brocantages économiques, etc. Mais toute la Caraïbe aurait pu se développer. Mais il nous faut sortir du processus d'aliénation. Comprendre que le racisme et la xénophobie, ça appartient aux classes dirigeantes et aux suprémacistes blancs. Et que les exploités opprimés blancs, les exploités opprimés martiniquais caribéens, ils n'ont qu'un seul espoir. C'est de lutter ensemble pour renverser le système. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur la synthèse. Alors, il y a des questions de stagiaires. Je peux retrouver eux. Non, c'est qui? Non, ça va. Bon, eh bien, je pense qu'il est 11h05. S'il n'y a pas de nouvelles questions, on va remercier tous ceux et toutes celles qui ont suivi l'émission, remercier tous ceux qui sont intervenus, qui ont porté leur lumière. Merci d'être arrivés d'Ardard, sous l'initiative de Darcy. Pourquoi aller? Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Non, Garçon m'a dit, va, il y a une réunion, il faut que tu me représentes. Non, en tout cas, c'était riche d'avoir pu entendre les informations que tu as apportées. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Nous capons la main. Et merci à la technique qui nous a accompagnés.
Ah, il y a une question, non? Non, ça va. Donc, musique, maestro, ça va. C'est moi.